Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Benoît. Bienvenue sur Coupe-Fil. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce deuxième mardi du mois de décembre. Coupe-Fil, le magazine de l'art. Nous espérons avec Pierre et Catherine vous donner le meilleur de l'art, vous donner un regard sur l'actualité à travers l'actualité artistique, tout simplement un regard sur le monde à travers l'actualité artistique. Vous pouvez nous discuter avec nous pendant l'émission. Nous sommes en direct sur @WatchTV, et puis vous pouvez utiliser le hashtag Coupe-Fil pour discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Alors un agenda intéressant pour ce mois de décembre. Oui, juste Benoît, je rajouterais que nous sommes aussi sur les box maintenant. Voilà. Très bien, nous sommes aussi sur les box. Avec divers numéros que je vais vous donner sur SFR. C'est le numéro 178, Canal 178, Free, Canal 154, Bouygues Télécom sur Canal 127, et Orange, Canal 168. Voilà, donc on s'étend. Voilà, plus d'excuses pour ne pas nous suivre. Le premier mardi du mois, effectivement, habituellement, là, on a un peu bougé notre date. Voilà, et puis là, on est très content avec une invitée surprise qui est Catherine. Oui. Catherine Beaumont. Bonjour Catherine. Bonjour à vous deux. Donc avec Catherine, nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui, et notamment un petit tour des expositions. Jeff Koons pour commencer, ensuite nous enchaînerons avec Marcel Duchamp. Les deux expos sont au Centre Pompidou. Nous parlerons aussi de la réouverture du musée Picasso. Et puis nous terminerons l'émission par ce nouveau salon qui est créé cette année, qui s'appelle Soon, et qui est le salon de l'œuvre originale numérotée. Voilà. Tout un programme. Et Catherine, vous êtes passionnée d'art, amateur? Voilà, moi j'aime bien amateur, j'aime bien me balader un petit peu partout, rentrer dans des belles expositions comme dans des plus petites qui sont plus moins conventionnelles et peut-être moins accessibles d'extérieur, mais qui sont aussi riches à l'intérieur. Donc je suis là en témoin entre guillemets de ce qui se passe en ce moment. Super, très bien, merci d'être avec nous. Merci Catherine. Et donc Catherine s'est baladée dans l'exposition Jeff Koons et nous allons en parler tout de suite, là, maintenant. Avant jingle, pas, je ne sais plus. Après un petit jingle sur le dossier du mois, donc qui est Jeff Koons. Voilà, donc exposition au Centre Georges Pompidou du 26 novembre, donc ça a démarré fin novembre jusqu'au 27 avril. Voilà. Alors Jeff Koons. 59 ans, artiste contemporain, l'un des plus chers au monde au niveau de ses œuvres. Américain, superstar. Mari de la Cicciolina pendant 2 ans. Ex-mari, effectivement, puisque de la Cicciolina, ce qui lui a valu de faire toute une série d'œuvres sur son couple, présentées à l'exposition. Très intimiste. Oui, très intimiste, oui. C'est une salle interdite aux moins de 18 ans. Bon, l'explication, ce sont des photos qui sont superbes, mais bon. Mais crues. Voilà, crues, très crues. Oui, et donc ça, là, on parle d'un petit espace qui est au milieu de l'exposition, qui est réservé, interdit aux moins de 18 ans. Réservé, oui. Oui, puisque effectivement, on voit Jeff Koons et sa femme de l'époque, donc la Cicciolina, dans des positions... dans toutes les positions, d'ailleurs, je crois qu'il y a toute une série qui s'appelle Kama Sutra. D'accord. Voilà, pour vous donner un peu l'idée, en sculpture, en poster... tous les supports sont représentés, toutes les positions sont représentées aussi. Alors sinon, comment décrit-on cet artiste? Là, on voit une de ses premières œuvres qui sont des objets gonflables, fleurs, donc transformés en sculpture. Comment décrire cet artiste? Eh bien, Benoît, tu l'as dit, effectivement, artiste américain, superstar. Effectivement, je pense quand même un peu connu du grand
pas peu connu, mais un peu connu du grand public, notamment en France depuis son passage au château de Versailles, puisqu'il avait, lui, il y a quelques années, 4-5 ans maintenant, il avait eu les honneurs du château où il avait pu exposer effectivement, notamment déjà son homard qu'on retrouve là dans l'exposition, puis d'autres œuvres, et dans le château et à l'extérieur. Et donc là on le retrouve pour une première rétrospective française. Première rétrospective qui est déjà passée par le Whitney Museum à New York, Bâle aussi, à la Fondation Bayeler, et passera prochainement à Bilbao et puis dans d'autres lieux encore, puisque c'est une exposition qui est faite pour voyager. Voilà, alors des objets, des œuvres d'art très qui rappellent au monde de la bande dessinée, qui rappellent dans certains cas des jeux, en particulier pour le Balloon Dog, Popeye, mais toujours dans des échelles très importantes, puis aussi des objets très américains comme le basket. Alors, ce qui est intéressant pour les ballons de basket qui sont dans un aquarium, en fait, c'est qu'il y a un système au niveau de l'eau. Il y a eu des recherches qui ont été faites, donc c'était assez loin. Il était assez loin, et en fait, pour qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau au-dessous. Et en fait, avec un système, c'est de l'eau saline, et en fait, ça ne bouge pas, et c'est bien équilibré dans l'aquarium. Donc, c'est toute une recherche qui peut paraître un peu, comment dire, aidez-moi, je ne sais plus, mais succincte entre guillemets, mais en fait il y a une recherche quand même dans ce grand déballage publicitaire comme aussi pour moi. Donc beaucoup d'objets très américains. Complètement. Ouais. Le basket. Quoi d'autre? Très américain et culture populaire, effectivement, parce qu'on retrouve des posters sur la bière, des gros posters qui ont été repeints. Le Michael Jackson avec son singe en porcelaine, voilà, effectivement. Et puis voilà, il y a un Popeye aussi, on retrouve voilà, donc toute cette culture populaire et culture américaine pour certains sur la partie basket et Michael. Là, effectivement, il y a aussi cet ours avec c'est un peu plus obscur cette œuvre, je la connais pas très bien, avec un policier, voilà, mais policier type policier new-yorkais des années 30 avec ce petit chapeau. Voilà, que dire sur le personnage en lui-même, effectivement, Catherine, vous le disiez, très publicitaire, il a aussi cette image très marketé, très marketing, personnage un peu lisse, qui a fait de sa vie aussi une œuvre d'art. On parlait de la Cicciolina, voilà, qui l'a inspiré. Un certain côté Dali là-dessus, je trouve. Une vie... Oui, mais sans le panache peut-être. Ouais, c'est vrai. De Dali, puisque toujours ce côté là où Dali était attendu pour un côté peut-être un peu outrancier, voire scandaleux. Voilà, Jeff Koons, en gendre idéal, sera toujours parfait, souriant au bon moment sur la caméra, voilà, fera toujours la meilleure pose pour les photos. Mais rien de... Voilà, un personnage finalement, un artiste peut-être aussi lisse que ses sculptures. Qu'on voit par exemple là, le Balloon Dog, qui est une de ses œuvres, alors qui a été décliné là, on le voit en rose, mais il a été décliné en orange, en bleu, je pense qu'il a dû faire toutes les couleurs, qui reprend voilà, ces petits ballons qu'on trouve dans les fêtes foraines, qui se font, ces petites sculptures qu'on peut créer à partir d'un petit ballon. Là, évidemment, c'est en métal, voilà, en inox peint. Voilà, donc, et très, 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 très brillant. Et il insiste beaucoup dans l'aspect marketing des choses, il insiste beaucoup sur la fabrication de ces sculptures, très compliquées, avec des matériaux très particuliers. Et il y a un atelier, oui, d'une centaine de personnes à New York qui travaillent là-dessus, qui modélisent les sculptures. Mais en effet, il insiste énormément sur la difficulté, puisqu'il n'y a pas de création vraiment de l'objet, de la sculpture, c'est des choses, des formes connues.
il insiste énormément sur l'aspect matériaux et fabrication. Et on en parlait tout à l'heure, c'est un des artistes contemporains les plus chers, donc effectivement, il faut un moment qui justifie le prix de ses œuvres. Donc, heureusement que le matériau est cher. Voilà, et donc là, on parle à peu près d'une sculpture autour des 50 millions de dollars. Tout donc, à fait. Voilà, c'est une œuvre s'est vendue à 43 millions récemment, voilà, à New York. Mais au-delà de ces chiffres, effectivement, le souci avec Jeff Koons, c'est que, voilà, alors, qui n'est pas un souci, mais l'expo est très ludique, on y passe un bon moment, puisque, voilà, visuellement... Visuellement, puis c'est accessible à tout le monde, c'est accessible pour les enfants aussi, voilà. C'est un côté ludique, en fait. Bon. C'est léger, voilà. Voilà, c'est léger. On sort de l'expo, on n'a pas appris grand-chose. On le situera pas vraiment non plus dans une échelle d'histoire de l'art. Voilà, on a ce côté... effectivement, présentation de la culture populaire, on en parlait tout à l'heure. Alors, ce qui fait évoquer tout de suite, et son univers aussi fait évoquer un peu le pop, mais donc Andy Warhol, la Factory, mais le souci là, c'est que effectivement, on arrive et on parle d'œuvres qui ont été créées dans les années 90 à 2000, donc quand même bien après Andy Warhol, et donc j'allais dire un peu rien de neuf sous le soleil. Je sais pas, il a une actualité récente ou pas, Jeff Koons? En dehors, il crée, il a encore. Il continue à créer, oui, effectivement, les œuvres sont souvent là par exemple des Balloon Dog ou des choses comme ça. Il crée très peu d'œuvres par an. Une dizaine de sculptures. Une dizaine de peintures. Voilà, c'est pas forcément des nouvelles œuvres, ça peut être aussi un Balloon Dog qui va sortir en bleu. Voilà, c'est un peu. On le rapprocherait quelquefois un peu de créateurs de mode, effectivement, qui sortent des collections annuelles. Un critique disait dans la presse que il offre un coffre à jouets pour les milliardaires. C'est une bonne définition. Bonne définition. Voilà. Effectivement. Maintenant, c'est simple. C'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas ce côté réflexion et temps nécessaire pour absorber la réflexion de l'artiste, ce qui est souvent le cas dans l'art contemporain, surtout sur des choses qui rappellent ou qui réinterprètent l'histoire de l'art ou carrément dans le conceptuel. Là, c'est super simple. Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est super simple, parce qu'il y a des œuvres qui peuvent être simples du premier abord, mais avec toute une réflexion derrière qui est portée. Là, effectivement, c'est aussi une des positions de Jeff Koons de ne pas vouloir commenter ses œuvres et de ne pas vouloir les analyser. Ouais. Ça, il le dit régulièrement. L'ennui, c'est que, voilà, on se retrouve à faire une exposition, c'est rigolo, c'est sympa, il y a un côté ludique, on l'a dit, mais on ne dépasse pas ce côté-là, on ne dépasse pas le côté formel, à part dire effectivement qu'il y a une dénonciation de la culture de masse, que la culture populaire peut aussi, une dénonciation de cette dichotomie entre la culture populaire et la culture savante. Bon, est-ce que vraiment effectivement de présenter des homards, des bouées homards en inox et grand volume, est-ce que le message est clair? Est-ce que effectivement... Donc on a la forme, mais le fond, on cherche. On cherche un peu, effectivement. Et est-ce que, là où on le voyait bien avec Andy Warhol, ce côté... ces fameuses 15 minutes de célébrité, est-ce qu'il ne pourrait pas aller un peu plus loin maintenant et développer un peu plus ça, puisque ça a été fait dans les années 60-70, on peut peut-être passer à autre chose maintenant et arriver à avoir un petit discours peut-être un peu plus musclé, ou même juste un peu détaillé. Alors comment explique-t-on qu'il soit... alors tu dis il est peut-être pas inscrit dans l'histoire de l'art, mais comment explique-t-on qu'il soit si cher? Comment explique-t-on qu'il ait une reconnaissance sur le marché de l'art contemporain si élevée?
Tu le disais, le critique le disait très bien, effectivement il offre une boîte à jouets pour milliardaires. Et donc ça... des œuvres qui sont effectivement assez c'est coloré, il y a un côté un peu peps. Monumental pour certaines, plus petite pour d'autres, avec effectivement un côté plus intime. Mais peut-être aussi un côté moi que j'aime pas trop utiliser pour l'art contemporain comme terme, mais là pour le coup se prête peut-être, c'est le côté décoratif. Ouais. Voilà, donc on est aussi un peu sur ce côté-là, sur le domaine de la décoration. Voilà. C'est très cher, il produit très peu, donc il y a ça aussi. Donc on sait que voilà, il produit très peu, et puis voilà, il a été certains milliardaires se sont entichés de ses œuvres, dont un français qu'on connaît tous, Pinault, qui en a quelques-uns maintenant, notamment le cœur qu'on voyait tout à l'heure, un des Balloon Dog aussi. Je ne sais plus quelle couleur, mais il a peut-être toutes les couleurs. Hein, il l'avait exposé en face de son musée à Venise. Voilà, le chœur qu'on voyait tout à l'heure aussi, qui a été présenté au Palazzo Grassi à Venise, Versailles à aussi. L'intérieur. À Versailles, il avait prêté pas mal d'œuvres, Pinault. Voilà, donc bon, c'est vrai que ça fait le chœur qu'on voit au fond, là, un peu écrasé. Puis on a vu des aspirateurs aussi, donc il utilise des objets très emblématiques de la culture américaine. Tout à fait. Donc là où c'est la marque Hoover en plus. Voilà, c'est vraiment ça, les aspirateurs Hoover, qui est une marque typiquement américaine et qui sont dans des comment dire, des jolies boîtes, enfin, ce sont pas des boîtes, des jolies vitrines au millimètre près. C'est assez étonnant. Très bien, voilà. Donc, exposition Jeff Koons, quand même à voir. Hein, oui, quand même à voir, oui. Il faut voir Jeff Koons. Au centre Georges Pompidou jusqu'au 27 avril. Voilà, on va clôturer ce dossier, première partie, pour ensuite rentrer dans la deuxième partie de l'émission avec quelques expos supplémentaires à voir en ce mois de décembre. Voilà, alors, musée Picasso. Vous avez fait une petite visite ou J'ai fait une pré-visite. Avant que ce soit ouvert, il faisait une pré-visite. Bon, les salles étaient vides, donc c'est vrai que c'était un peu frustrant. Le lieu est magnifique. Oui. C'est cet escalier principal, on le voit à l'écran. C'est tellement beau. Et depuis, j'ai pas pu rentrer parce que trop de monde. Donc j'attends. Voilà. Pierre, tu as visité? Alors oui, comme Catherine, pré-visite, mais alors moi j'ai eu la chance d'avoir les œuvres accrochées. Ah, c'est bien. J'ai dû avoir une pré-visite un peu plus tardive dans le temps. Oui. Effectivement, comme Catherine, super lieu. Enfin, on connaissait déjà le lieu, effectivement. Mais surtout, le réaccrochage est magnifique. Enfin, ils ont vraiment fait quelque chose de très beau, là, comme on peut le voir. Une idée toute bête, ou qui paraît toute bête, je ne sais pas si... Vu qu'ils l'ont fait, maintenant ça paraît évident. Ils ont retiré les cadres qui entouraient les tableaux. Donc des cadres en bois doré, tout ce que Picasso avait pu faire pour encadrer ses tableaux. Ils ont décadré les œuvres pour les présenter dans des boîtes en bois blanc, comme on peut voir là, sur la photo. Et ce qui fait que toutes les toiles sont présentées comme ça, et ça leur donne une force incroyable. Et surtout, leur regard n'est plus qu'attiré que par c'est un bon point. Que par la toile et plus par le décorum qu'il pouvait y avoir autour. Ouais. Ce qui fait un accrochage très très contemporain aussi du coup, mais vraiment très très beau. Ouais, c'est un bon point. Je n'avais pas remarqué ce point-là, en effet, mais l'espace est vraiment donné pour les œuvres et on voit tout de suite les œuvres. Il y a pas de, c'est très juste. Il n'y a pas de cadre. C'est intéressant. Oui, c'est une petite chose. Je pense qu'effectivement ça saute pas forcément aux yeux, mais au fur et à mesure de la visite. J'imagine comme toi, Benoît, quand tu l'as visité, du coup, voilà, il y a quelque chose tu es attiré par les œuvres. Complètement. Et tu comprends pas trop d'où ça vient. Effectivement, c'est cet accrochage qui est, moi, je trouve particulièrement réussi. Oui.
puisqu'on connaissait les œuvres, le musée a été ouvert, a été fermé effectivement pendant de très nombreuses années, mais avant sa fermeture, les œuvres étaient déjà là, c'était les mêmes. C'est juste un réaccrochage et une nouvelle façon de les découvrir. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment superbe. Enfin, très très bel accrochage. Alors on parle d'une œuvre, il y a 50 000 œuvres chez Picasso. 5 000 œuvres sont au musée, donc 10%, et 400 œuvres sont exposées dans le musée. On voit aussi, j'ai trouvé qu'on comprend très vite la multitude de productions de Picasso. On est vraiment... c'est une longue visite. Et beaucoup plus de salles, je crois qu'ils sont passés de 20 à 40 salles. Oui, c'est énorme. Mais c'est énorme. Il y a 3 étages. On est complètement baigné dans la multitude des œuvres. Est-ce que c'est par on voit bien les périodes, enfin ça se détermine bien? C'est chronologique. Alors c'est chronologique ou pas? Plus subtil que ça encore. Ouais. Vas-y, Pierre. Alors c'est effectivement chronologique et avec des thématiques développées dans chaque salle, mais effectivement il y a quand même l'aspect chronologique qui est gardé puisque c'est important chez Picasso. Bien sûr. L'architecte effectivement qui est intervenu pour refaire le bâtiment a créé des nouvelles salles, notamment dans les combles, qui ont été réaménagées, donc un peu plus grands qu'avant. C'est vraiment effectivement un parcours assez fluide. Alors c'est vrai que l'aspect thématique est peut-être moins évident. L'ancienne directrice du musée qui a fait le réaccrochage, qui connaît très bien l'œuvre du Picasso, la connaît peut-être trop bien, et ce qui fait que quelquefois il y a des choses, là pour le coup encore des petites subtilités qui nous échappent et qui vont échapper à la majorité des visiteurs, mais c'est pas grave puisque voilà, au moins c'est chronologique et on comprend quand même l'évolution et les différentes périodes. Et c'est important. La multitude d'œuvres accessibles au regard, puisqu'il y a 400 œuvres, c'est incroyable. On comprend très vite sa dextérité à produire, à créer, et dans plusieurs styles, puisqu'il a évolué bien évidemment. Passionnant, j'ai trouvé comme visite. Alors voilà, sur la photo, on voit bien effectivement là tous ces tableaux qui ont été décadrés. Ils sont plus qu'un petit... Ils sont dans une petite boîte blanche, tous. Voilà, et on ne voit plus que ça maintenant. On ne voit plus que l'œuvre qui est dans toute son entièreté. Et puis voilà, quelques petites sculptures aussi, les rapports peinture-sculpture qui sont mis en avant un peu plus qu'avant dans l'ancien accrochage. Voilà, très belle mise en scène. Non, et puis effectivement, il était temps que le musée rouvre. Ça faisait quand même quasiment 10 ans, je crois, qu'il était fermé. Oui. Donc il était temps, effectivement, que... Non, mais c'était compliqué, sachant je crois, que la collection... La réouverture a été très compliquée, mais les travaux aussi ont été... Très très compliqué. Sachant que la collection du musée a voyagé pendant la fermeture, puisqu'il y a eu plusieurs expos à l'international, dont une à New York, je crois. Mais l'exposition a bougé. Les œuvres du musée ont bougé pendant la fermeture et ils ont présenté Picasso dans plusieurs grandes villes du monde. Oui, c'est la première fois que... D'ailleurs, un musée français faisait ça, faire circuler les œuvres par des expos clés en main payantes, ce qui a permis de financer la restauration du bâtiment et la présentation des collections. Oui. Voilà, donc très belle réouverture à voir, vraiment à voir. Oui, donc le musée Picasso se trouve dans l'hôtel Salé, qui est un hôtel particulier du 3e arrondissement, rue de Torigny. Et donc il est ouvert tous les jours, sauf le mardi, comme tous les musées nationaux. Et donc on peut le visiter. Alors peut-être pas tout de suite, comme disait Catherine, il y a plein de monde. Il faut attendre, mais je crois qu'il y aura tout le temps du monde, du coup c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut prendre des coupe-fils, voilà. C'est ça, voilà. L'émission, voilà. Faut se jeter sur Internet. Bien joué. Voilà. Bon, ça va être aussi intéressant de voir l'immeuble sans les œuvres.
le bâtiment. Ah, il est magnifique ce bâtiment. Puisqu'il est magnifique. Hein. On voit l'escalier d'honneur. Ouais. Très bien. Merci pour ça. Alors, exposition suivante, et on est de retour au Centre Georges Pompidou. Après un petit break, c'est l'exposition Marcel Duchamp. Alors, l'exposition Marcel Duchamp, un artiste intéressant, compliqué à comprendre, et donc une exposition que j'ai trouvée très intéressante parce qu'on comprend la totalité de l'artiste, qu'on réduit souvent au ready-made, et là on voit beaucoup plus que ça dans son œuvre, en particulier de la peinture. Oui, c'est le principe de cette exposition, effectivement. Là, c'était de réhabiliter le Marcel Duchamp comme peintre, puisqu'on garde un peu souvent à l'esprit et par raccourci que Duchamp était effectivement... Alors effectivement, c'est l'inventeur des ready-made et on le présente assez rapidement comme le détracteur de la peinture au début du XXe siècle. Oui. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Il est peintre, il est resté peintre même après les ready-made. Il a toujours continué à peindre. Donc là, effectivement, on le voit bien dans cette exposition, voilà, toute son évolution à travers les toiles et à travers la dernière œuvre qu'il a faite, qui s'appelle Le Grand Verre. Le Grand Verre, oui. Alors qu'il y a un autre nom aussi, mais qui est beaucoup plus long et je ne sais jamais dans quel ordre le mettre. La mariée mise à nu par les célibataires même, quelque chose comme ça. Très très compliqué, effectivement, qui est un verre, qui est à mi-chemin entre la peinture et le ready-made. Et là, dans l'exposition, on montre bien les apports de la peinture pour cette œuvre, sa dernière œuvre. En effet, qui est la dernière pièce de l'expo. Qui, comme son nom l'indique, effectivement, est un grand verre avec plein de petites décollages, des objets qui ont été rajoutés. Et effectivement, l'exposition a lieu au Centre Pompidou, donc c'est un peu, comme on pourrait dire, 2 salles, 2 ambiances par rapport à l'expo Jeff Koons. Là, pour le coup, là, il y a peut-être un peu plus de matière à réflexion, puisqu'on attaque vraiment Marcel Duchamp. Alors là, pour le coup, c'est une des figures tutélaires de l'art contemporain. Beaucoup d'artistes sont soit duchampiens, comme on dit, soit anti-Duchamp, ce qui fait 2 écoles. Voilà, parce qu'il a vraiment apporté cette rupture au début du XXe siècle sur les académismes, sur la peinture. On était vraiment, on faisait soit de la peinture, soit de la sculpture. Voilà, lui, il apporte autre chose avec ses ready-made, avec son côté, peut-être quelquefois ses blagues un peu potaches, notamment sur un de ses premiers ready-made qui a été l'urinoir, La Fontaine. Ou La Fontaine. Oui. Voilà, qui découle de cette histoire qui est toujours amusante à raconter, où il a été, où il s'est présenté à l'Armory Show, il a présenté l'œuvre après avoir essuyé un refus des cubistes de présenter ses toiles, justement, que les cubistes, donc les premières toiles qu'il a pu faire dans les années 10-20, qui étaient, selon les cubistes, pas assez cubistes. Et donc, par représailles, il s'était présenté à l'Armory Show avec cette œuvre, justement, juste un urinoir qu'il avait acheté comme ça dans une quincaillerie. Voilà, donc c'était un peu pour braver les jurys qui acceptaient l'œuvre. Oui. Et c'est ce qu'on appelle ready-made, puisque, pour l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est un objet du commerce qui est détourné en œuvre d'art, puisqu'il est exposé, voilà, là on voit la fontaine, il est exposé dans le contexte d'un musée, ou d'une galerie, d'une exposition d'art, signée, mais c'est un produit de la consommation grand public. Donc dans ce cas-là, c'est la fontaine qui est un urinoir, positionné dans une position différente que celle habituelle, mais il a aussi fait la même chose avec des porte-manteaux, des roues de bicyclette, voilà. Des porte-bouteilles. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les ready-made, détourner un objet de la consommation bien connu en œuvre d'art, puisqu'il est exposé dans un contexte artistique. Tout à fait, en donnant
un autre titre, et effectivement en signant l'œuvre. Là, sur La Fontaine, on voyait Hermout. Alors évidemment, ça, il a pris un pseudo pour le coup. Voilà, et la date 1917 pour la création de cette fontaine. Et c'était effectivement ce côté, c'est vraiment parti d'une bravade de sa part, de dire si j'ai été refusé pour le salon des peintres cubistes, je serai au salon de l'Armory Show à New York, et là pour le coup je présente tout et n'importe quoi, et on verra si mes pairs me reconnaissent. Et au final, cette rupture, faut me contredire bien évidemment, mais cette rupture a vraiment poussé la réflexion dans le fait que l'art contemporain, l'art c'est aussi bien évidemment une réflexion, une idée, et c'est pas uniquement une réalisation sur une toile ou une sculpture. Oui, ça va bien au-delà, effectivement, et que là, même les peintures, que ce soit peinture ou sculpture, découlent quand même d'une réflexion générale. Mais là, pour le coup, c'est encore plus marqué, où on attaque les premiers, ce qui suivra après avec l'art conceptuel, où effectivement, on est vraiment sur de l'idée. Voilà, donc il y a une petite vidéo qui passe, du 24 septembre au 5 janvier, l'exposition Marcel Duchamp au Centre Georges Pompidou. Avec beaucoup d'œuvres, effectivement, beaucoup de peintures qui sont vraiment où on suit son évolution. Voilà, là, ça, c'est une partie du grand verre, le fameux grand verre. Et donc jusqu'au 5 janvier, donc ça permet de prendre ses vacances, d'avoir toutes les fêtes de fin d'année pour pouvoir enchaîner avec Jeff Koons. Et puis, alors, je ne sais pas dans quel ordre faire les expos, peut-être d'abord Duchamp, ensuite Jeff Koons pour se reposer. Il faut Duchamp, faut travailler quand même. Faut travailler parce que on connaît que. Enfin, moi, j'avais vraiment une vision très ready-made de Duchamp. Il y a toute une activité de peinture. Il y a de la peinture avec aussi des textes qui sont à lire, par exemple en forme d'escargot. Et c'est assez génial, c'est drôle, c'est ludique en même temps. Oui. Donc moi aussi, Duchamp, je connaissais pas vraiment. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, vraiment intéressant. C'est une exposition qui m'a fait sourire. Voilà. Bon, après. Donc là, on peut peut-être pas parler 2 minutes de l'œuvre là que l'on voit. Cette œuvre est intéressante, justement, ce que je vous disais là tout à l'heure sur les cubistes qui avaient refusé les toiles de Marcel Duchamp, et notamment ont refusé cette toile parce qu'ils trouvaient qu'elle n'était pas assez cubiste. Donc ça, c'est le nu descendant l'escalier. L'escalier, pardon. Donc du cubisme, mais on voit le 1912, je crois. Et voilà, effectivement, donc on voit. Ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement tous les codes du cubisme sont là, c'est-à-dire les différentes vues, perspectives, les personnages qui sont vus sous différents angles, mais sur 2 dimensions, la décomposition du mouvement. Et voilà, mais ça n'a pas plu à ses petits camarades. Voilà, il y a un petit côté futurisme, non ? Un petit aussi, côté effectivement. Mouvement. Et ce qui est amusant, c'est que justement que tu dises ça sur le futurisme, c'est parce que une des œuvres appartenait à Peggy Guggenheim, donc qui a sa fondation à Venise. Oui. Et donc quand on va à Venise dans son palais, qui se visite puisque c'est le musée Guggenheim, on voit effectivement cette œuvre de Duchamp présentée avec d'autres toiles et notamment des futuristes italiens. Oui. Et là, sur cette toile ici, ça c'est vraiment de la peinture, de la peinture Marcel Duchamp, tout au début, je pense. C'est sa période tout au début de oui, donc là on est vraiment sur les codes clés, là aussi pareil sur la peinture qui regarde du côté des nus de Rubens. On est sur une peinture, on va pas dire académique ou classique parce que c'est un peu différent, mais effectivement on se retrouve quand même on est quand même bien loin de cette idée de ready-made et d'être complètement anti-peinture et anti-2 dimensions. Voilà, donc Marcel Duchamp, un artiste
à visiter, à voir, à découvrir. À découvrir, voilà, oui, effectivement, qui est exactement. vraiment, pour le coup, c'est intéressant parce c'est vraiment une des figures tutélaires, je le disais tout à l'heure, de l'art contemporain. Effectivement, beaucoup de gens se réclament de Duchamp ou sont anti-Duchamp, mais voilà, cette exposition permet de comprendre un peu ce que veut dire maintenant un artiste duchampien. Voilà, sur cette idée, notamment sur cet art conceptuel. Par rapport à Dada, en fait. Pardon. Par rapport à Dada. Ça se rapproche, en fait. Eh ben, ça se rapproche, oui. Ça découle effectivement de ces mouvements. Enfin, Duchamp a été Dada, puis après, effectivement, ça a donné le surréalisme aussi pour voilà, tous ces mouvements qui ont été un peu, qui se tenaient un peu. Selon voilà, ça se joue à quelques années près. Voilà, dans des cercles, Duchamp était par exemple proche de Man Ray. Oui. Puisque c'est Man Ray qui a fait toutes les photos des œuvres de Duchamp. Ils ont travaillé ensemble. Voilà, ils ont été Dada, donc très proche aussi de Tristan Tzara, mais voilà, il y avait aussi des rivalités évidemment dans tous ces groupes et dans tous ces artistes. Donc certains étaient voilà, soit Dada, soit après passer au surréalisme, mais c'est toujours plus des questions de personnes. Mais effectivement, oui, Duchamp a aussi été un mouvement Dada à un moment. Et on le voit bien, effectivement, le côté un peu, je sais pas si c'est le terme absurde, mais voilà, un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, avec c'est un ces peu jeux de graphisme. l'underground de l'époque. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. On se retrouve effectivement avec des gens qui, qui se retrouvaient dans les mêmes endroits, vers Montparnasse, voilà, et qui aimaient qui avaient un peu, du coup, le même humour, effectivement, et puis aimaient faire des jeux de mots ou des jeux de peinture. D'accord. Comme on retrouve effectivement, vous parliez tout à l'heure d'escargots, d'écriture, des choses comme ça. Enfin, les cadavres exquis et tout ça était. Ils s'amusaient bien en fait. C'était entre 1887, puisqu'il est né en 1887, et il est mort en 1955. Voilà la période du chant. Donc voilà, jusqu'au 5 janvier pour cette exposition au Centre Pompidou. Voilà, alors un petit break, et puis on va parler du deuxième dossier pour ce mois, qui est le salon de l'œuvre originale numérotée, Soun Paris. Voilà. Ça va? Soun Paris, salon de l'œuvre originale numérotée. Donc c'est du 11 au 14 décembre, c'est un nouveau salon. Je crois qu'il a été créé par les gens qui ont aussi Drawing Now, si je me trompe. Oui, c'est Christine Fall, si je dis pas de bêtises, qui est présidente de Drawing Now, qui fait aussi ce salon Soun, qui a mis un peu de mal qui a eu du mal à naître, parce qu'il était prévu au départ, il devait avoir lieu au printemps, puis après on a changé un peu la date. Pour se retrouver finalement en décembre, juste avant les fêtes de Noël, ce qui est très peut bien. être pas mal, puisqu'effectivement le but de ce salon, c'est de regrouper des galeries de multiples. Voilà, alors, donc ce qu'on appelle l'œuvre originale numérotée. Explique-nous, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'un multiple ? Oui, effectivement, c'est une œuvre d'art, mais qui est produite en petite série. Mais vraiment petite. Enfin, la petite série peut aller de 3-4 pièces à, je pense, pour le coup, je ne sais pas très bien, mais ça doit être au maximum une vingtaine. Ça regroupe aussi du coup la photo, par exemple, puisque la photo est une œuvre multiple. Donc sérigraphie, ça rentre dedans ? Sérigraphie, lithographie. Lithographie, tout à fait. Sculpture aussi, certaines petites sculptures qui peuvent être déclinées en multiples, plusieurs exemplaires. Le mois dernier, on avait reçu les deux fondatrices de Wink Edition, qui est une petite maison d'édition qui se représente à Soun,
voilà, qui elles, par exemple, font aussi plus de la sculpture, où il y avait, je me souviens d'une œuvre de Claude Lévesque, qu'ils vendent, qui est un néon. Voilà, donc, et je crois que c'est 8 exemplaires, quelque chose comme ça. Et c'est pas automatiquement des petites tailles? Ou c'est... Alors, ce n'est pas automatiquement des petites tailles et c'est pas automatiquement des petits prix non plus. Mais, ah d'accord, voilà. Parce que le principe quand même du multiple, c'est d'être plus accessible, puisque moins de rareté, puisque c'est du multiple, voilà, alors, c'est pas unique. Après, ça dépend peut-être de la quantité. S'il y a que 20 exemplaires, entre guillemets, peut-être que les prix sont... Alors c'est ça, effectivement. Plus il y en a, moins c'est cher. Ouais. Et puis aussi, après, ça dépend de la cote de l'artiste, effectivement. Alors, c'est toujours... Enfin, quand on dit petit prix, c'est effectivement... Les multiples permettent de s'offrir des artistes déjà bien implantés sur le marché. Par exemple, pour prendre un exemple dont on a parlé tout à l'heure, Jeff Koons a aussi fait des multiples. Il fallait bien quand même. Bah oui. Toujours dans cette partie marketing. Et effectivement, donc il y avait... je me souviens, il avait fait le fameux Puppy, cette espèce de petit chien, un petit chien... je ne sais pas quelle race, mais un petit chien à poil, voilà, en vase. Donc, il existe des puppies en vase. Il a fait Balloon Dog aussi Voilà. En petit, oui. En petit. Et le puppy, effectivement, ces vases, je ne sais plus combien d'exemplaires, se sont très très bien vendus. Ne sont pas vendus très cher à l'époque, parce que voilà, c'était quelque temps, je crois que c'était de l'ordre de... pas très cher, c'était de l'ordre de 1500 €, voilà, mais maintenant ça se revend déjà aux enchères. Et voilà, donc Et on se retrouve aussi, voilà, ce qui est sur le site, on voit les bijoux d'artistes, qui est aussi une tendance. Il y a quelques galeries spécialisées dans le bijou d'artistes. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la création. Souvent, il y a notamment une galerie qui est spécialisée dedans, qui s'appelle Mini Masterpiece, qui est à Paris. Là, je pense que là, c'est une œuvre qu'on voit. Alors, il y a Bernard Venet, par exemple, qui a fait des séries de bijoux. Il y a quelques architectes aussi, Nathalie Crasset. Il y a Françoise Petrovitch, qui est une artiste voilà, aussi, qui fait beaucoup d'aquarelles et de peinture, qui se sont prêtés au jeu de créer des bijoux. Voilà, on retrouve donc en général l'univers des artistes. Là, on voyait Bernard Venet, par exemple, qui effectivement est un sculpteur qui est connu pour faire voilà, des œuvres monumentales en métal, très géométriques, souvent des arcs de cercle, et là on le retrouve sur les bijoux. En effet, donc c'est 74 boulevard Richard Lenoir dans le 11e. Oui, c'est au Design Bastille Center. Cette foire, j'espère qu'elle va marcher, parce qu'effectivement ça permet de découvrir le métier d'éditeur aussi, puisqu'il y a quand même voilà, des petites maisons d'édition, on parlait de Wink tout à l'heure, qui sont pas très très grandes, portées souvent par des gens qui ont envie de présenter et de présenter des œuvres moins chères, de s'impliquer dans le processus de création, puisque là pour le coup il y a un vrai rapport avec l'artiste. On leur explique un peu les contraintes techniques, et effectivement voilà, ils proposent des œuvres et ils acceptent effectivement de créer une œuvre en plusieurs exemplaires. C'est pas forcément, on n'est plus trop sur le côté sur l'époque où on pouvait avoir juste une espèce de photocopie de l'œuvre. Voilà. Donc, même pour les lithographies ou pour les sérigraphies, souvent ce sont des œuvres maintenant qui sont créées par les artistes, parce que c'est vraiment une autre technique. Donc c'est plus juste, on fait pas juste la photocopie d'un tableau qu'on trouve bien et qu'on aimerait avoir en poster. Et ça reste quand même s'il y a des prix importants, ça reste moins cher, ça reste, je trouve, beaucoup plus accessible. Oui. Et je pense que c'est un petit peu la philosophie pour certains artistes, enfin je l'espère, de rendre l'art contemporain un peu plus accessible.
Et, ce qui est bien, parce que ça permet à plus de gens de découvrir. Oui, voilà, tout à fait. Et de toucher un peu ce milieu qui est complètement, on a l'impression froid et figé. Et en fait, il se passe plein de choses, mais on le découvre pas. Il y a des grands artistes, des grands noms qui sont inaccessibles, des artistes qui exposent dans les musées, qui sont inaccessibles via les multiples, voire des séries de plus petits formats. Via les multiples, on peut accéder aux œuvres. C'est le cas de Wink Edition, c'est certainement le cas au Salon Soon. Et ce qui est amusant aussi, du coup, pour les artistes, c'est qu'ils se frottent à des artisans ou des techniciens qui ont un savoir-faire différent du leur. Ça fait sortir l'artiste de son atelier, effectivement, puisque alors c'est plus valable effectivement pour les gens qui sont peintres ou aquarellistes, je pense à Françoise Petrovitch qui du coup a l'habitude de faire des œuvres en 2 dimensions, fait un peu de sculpture aussi maintenant, quelques-unes d'ailleurs sculptures, mais là on se retrouve avec le bijou, donc un autre format, plus petit. Pareil pour Bernard Navenet, passer du monumental à des choses portables, c'est pas évident. Aussi faire des sculptures en métal, donc travailler avec des ferronniers et de travailler avec des joailliers, orfèvres, les techniques à mon avis sont un peu différentes. Pareil pour les estampes, on se retrouve avec des gens qui connaissent leur technique de sérigraphie. Ça permet de confronter aussi des savoir-faire différents, ce qui est pas inintéressant. Et effectivement, il y a, je sais plus combien, la foire va pas être très très grande. Il y a quelques galeries, je sais plus combien. Oui, je crois qu'il y en a 25 ou 28. Le lieu est superbe, le lieu est magnifique. Oui, le lieu est magnifique. Tout en bois, avec une grande rambarde, il y a un bel escalier en bois, une grande rambarde. Je sais pas de quelle date l'immeuble, mais le lieu est très très beau. Je pense que ça doit être un ancien atelier 19e, c'est très très beau. Et effectivement, là, donc petite foire à taille humaine, puisque une trentaine de galeries vont présenter, là pour le coup encore aussi le meilleur de la création, puisque c'est des gens qui sont passionnés, ont décidé. Alors évidemment, il y a des galeries, des grosses galeries, comme la galerie Lelon, qui est connue aussi pour avoir une partie galerie et aussi une maison d'édition. Et après effectivement des éditeurs ou des galeries qui sont très impliquées effectivement dans. J'imagine qu'il y a la galerie des multiples. Peut-être pas. Il y a la galerie des multiples. Là je vois Florence Levy qui est là pour le coup une galerie un peu particulière qui est sur l'art du livre beaucoup, qui est une librairie qui se trouve à côté du musée Picasso. Et qui a développé un peu ses activités, donc faisait beaucoup de livres d'artistes à une période et maintenant travaille aussi un peu plus sur des estampes, des gravures, qui restent évidemment toujours un peu liées quand même à l'univers du livre. Et effectivement beaucoup quand même d'œuvres en 2 dimensions, beaucoup d'estampes, beaucoup de gravures, mais je pense que ça permet de découvrir, et de faire des cadeaux aussi pour Noël, à petit prix, donc ça sera toujours plus cher effectivement que, je pense qu'à partir d'une centaine d'euros, on peut trouver des choses vraiment très belles, et pour le coup, même si c'est pas unique, c'est quand même en très petite quantité, donc ce sera toujours j'imagine que les œuvres sont de toute façon signées. Les œuvres sont forcément signées, numérotées. Les 2 choses, je dirais même pas à vérifier, puisque les galeries sont des galeries très sérieuses. On retrouve Wink avec une œuvre d'Adèle Abdesemed, c'est une petite tortue avec dont on a parlé la semaine dernière. Et je trouve ça super. Oui, donc en fait, il y a pas le multiple n'est pas uniquement réservé à la 2 dimensions. Là, il y a des sculptures. Chez Wink, notamment, ils avaient fait aussi la performance une édition limitée où on achetait un objet, mais via une performance. Donc ça, c'était assez amusant. Donc c'est aussi un nouveau. Ce salon permet de découvrir vraiment ce côté.
Développement. Alors moi j'allais dire aussi de l'artisanat, mais il y a plus que ça, parce que c'est vraiment une rencontre entre les artistes et des artisans qui vont réaliser les objets à plusieurs. J'allais dire à grande échelle, non, puisque c'est pas le cas, mais voilà. Très bien, super. Bon, bah soon. Donc soon, c'est very soon, puisque c'est. Faut y aller. Faut y aller, c'est cette semaine, donc ça commence jeudi. Voilà, du 11 au 14, Paris 11e, Design Center, boulevard Richard Lenoir au 74. Voilà. À voir, ça permet absolument de faire les boutiques du Faubourg Saint-Antoine, voilà, il nous reste, et puis d'enchaîner. Il nous reste quelques minutes avant de clôturer l'émission. Petite récap sur l'année. Les choses qui ont été bien, les choses qui ont été moins bien, ou les choses qui vous ont marqué. Merci Benoît. C'est agréable. Il y a peut-être un autre sujet. Le temps de envoyer un jingle pour le temps de réfléchir. Non. Ouais, c'est vrai. On aurait pu passer par un petit jingle. Je m'en excuse. Je ne sais pas, Catherine. Merci. Voilà. Merci pour le ping-pong. Mais non, il y a peut-être avant de clôturer, il y a peut-être Miami. Il y a en décembre, début décembre, c'est passé, ça y est. C'est passé. Ça a très très bien marché encore. Art Basel Miami Beach. Voilà, Art Basel Miami Beach, qui est la petite sœur de Art Basel à Bâle. Voilà. Et donc, alors pour répondre à ta question, dans la partie, moi je reviendrai juste sur ce qui s'est passé cette fin d'année là, à partir du mois d'octobre à Paris notamment, pendant la FIAC, on en avait parlé, mais effectivement c'était un grand moment. Il y a eu quand même plusieurs réouvertures ou ouvertures de lieux, notamment la Fondation Vuitton, Musée Picasso dont on a parlé là aujourd'hui. Ouais. Voilà, qui font que la Monnaie de Paris aussi a rouvert. Ce qui fait qu'il y a eu quand même pas mal d'événements à Paris et de nouveaux lieux ou d'anciens lieux qui ont rouvert, qui permettent quand même Je pense de dire que Paris a encore de beaux jours devant elle pour la création artistique. Oui. Voilà, on revoit effectivement aussi, la Fondation Vuitton qui le bâtiment est sublime. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la collection est à suivre. Marquant cette année aussi, j'ai trouvé, tout au long de l'année, on a discuté avec quelques sites internet, quelques services internet dans le domaine de l'art. On voit que ça bouge dans ce domaine-là, dans le conseil, dans l'achat aussi, dans l'intermédiation entre vendeurs et acheteurs. On a eu quelques petites discussions intéressantes avec Artvisor, Artspare, Artspace. Voilà, donc il y a aussi, c'est sans doute un phénomène marquant de l'année, quelques services internet qui commencent à pointer. À voir le jour. Les gens sont peut-être moins frileux maintenant qu'avant pour acheter sur internet. Alors évidemment, c'est sur, on ne parle pas des grands prix ou des grosses sommes échangées, mais effectivement, dans le milieu de l'art, ça a été un peu long à mettre en place, mais on commence effectivement à sentir que l'outil internet devient important pour les structures publiques et aussi effectivement pour le secteur privé et le secteur marchand, qui regardait peut-être ça d'un œil un peu distant pour voire même passer du nez, parce que vous voyez peut-être pas trop l'intérêt, mais effectivement il y a quand même, c'est un vecteur et d'information, mais aussi de business qui peut toucher des gens qui ne viendront jamais en galerie, parce qu'il y en a effectivement parce qu'il y a toujours un côté intimidant à la galerie. Complètement. C'est quelque chose de... C'est pas facile, l'accès dans les galeries. C'est pas facile du tout. Dans les petites galeries où il se passe des choses qui sont intéressantes. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être vraiment dans un espace privé. Donc les gens ont peur de rentrer. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, moi je trouve. Et les galeries font pas beaucoup d'efforts, malgré qu'elles le reconnaissent. Mais ils savent pas. En fait, c'est pas leur métier non plus d'accueillir, de faire du... C'est dommage. C'est vrai que c'est compliqué la médiation. C'est un métier. Alors après, effectivement, certaines galeries sont plus à l'aise que d'autres pour présenter des œuvres, présenter les artistes aussi, accompagner les gens qui rentrent, le badaud
qui peut être un futur client d'ailleurs. Enfin, Mais complètement, bien sûr. Ça, on bien ne sûr. sait jamais. Pour essayer de leur faire, aimer l'art et pourquoi pas leur donner des coups de cœur. Catherine, vous avez vu la Fondation Louis Vuitton? Non, je Non. ne suis pas allée D'accord. encore. Non, j'ai pas eu ce plaisir, mais je vais le prendre. Oui, donc pour clôturer l'année, c'est quand même un sacré bâtiment. Ouais. Il me semble qu'il faut aussi un peu s'armer de patience, parce que je pense qu'il doit y avoir un peu de monde. Alors peut-être que ça s'est tassé plus que le musée Picasso, mais... Peut-être parce que Musée Picasso est en plein cœur, c'est vrai Oui. que ça amène du monde, Oui. que tout autour, il y a le quartier du Marais qui, là, avec les fêtes, il y a en plus de plus en plus de Oui. monde. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus éloigné, je pense que c'est peut-être plus accessible en temps, au niveau du temps. Oui, et puis c'est vrai que là, pour le coup, la Il y balade a au bois de pas- Boulogne... Il n'y a ce pas encore temps-là. grand-chose à voir à l'intérieur, je crois. C'est assez- bientôt, aussi 17 décembre, une exposition à la Foire Eliasson. 17 décembre. 17 décembre, début de l'exposition Olafur Eliasson. Donc pour les fêtes de fin d'année, il faut aller voir, puisque c'est un artiste qui travaille beaucoup la lumière et l'espace. Et je pense que ça va être je très connais très pas du beau. tout. Ça, en général, il fait des œuvres qui sont très poétiques et très belles. D'accord. Voilà, puis il y a eu Rendez-vous. dans les événements de l'année, le Palais de Tokyo a réouvert aussi, non? Non, c'était pas cette année. C'était Oula, l'année Benoît, dernière. Benoît Oui, est il est perdu. ouvert depuis un petit moment. Il a Non, mais été maintenant j'y ouvert, vais plus souvent. J'y vais plus souvent au Palais de Tokyo. L'espace est impressionnant. L'espace est impressionnant. C'est vrai. Compliqué. C'est vrai. Très grand maintenant, oui. Non, mais le Palais de Tokyo, c'était l'année dernière, je crois D'accord. qu'il avait... Ouais. voilà, non, c'est- Très bien. on va juste faire 2014 cette année. Ça marche. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question surprise. Oui, merci Benoît de l'avoir posé, parce que on était bien préparé. Voilà, on clôture cette émission. Merci Catherine de nous avoir Merci à vous rejoints deux. aujourd'hui. Merci Catherine. C'est rigolo. Oui, Et puis- on clôt cette émission et on clôt cette année aussi surtout. Voilà, exactement. Et donc rendez-vous en 2015, dans peu de temps finalement. Voilà, donc sur Coupe-Fil, le magazine de l'art sur Watch TV. Et d'ici là, vous pouvez continuer à discuter avec nous, nous suivre sur les boîtes, la SFR Box sur le canal 178, Free sur 154, Bouygues Télécom sur 127 et Orange 168. On est très content Mais comment tu as d'être retenu tout visible. ça Comment tu as retenu tout ça, Benoît? J'ai un prompteur. Et puis, voilà, at Watch TV, Coupe-Fil, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci.